Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Business School. Je suis en compagnie de Martin, fondateur de Kairos Éducation, un site qui vise à aider les candidats au concours AST. Et aujourd'hui, on va parler du CV pour le concours AST. Bonjour Martin. Salut Max. Alors aujourd'hui, on va parler du CV, une pièce maîtresse pour les concours AST, c'est ça ? Ouais, effectivement, le CV, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est souvent, si le jury doit lire une seule chose, c'est vraiment la pièce qu'il va lire, que ce soit pour évaluer le candidat lors du dossier ou lors de l'oral, quand il cherchera à poser une question, c'est vraiment le fil conducteur. À quoi doit ressembler le CV pour un concours AST ? Alors un CV, je vois beaucoup de candidats qui se prennent la tête là-dessus, qui cherchent vraiment à avoir quelque chose de super beau pour faire la différence, mais non, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Personne ne fera jamais la différence sur la forme d'un CV. Ce qu'il faut, c'est un CV qui est lisible, puisqu'il va devoir se prêter à un grand nombre de lectures différentes, parce qu'on n'a pas la même lecture d'un CV quand on est à tête reposée en train d'évaluer un candidat pour un dossier, que quand on doit chercher une question un peu à la va-vite lors d'un oral en tant que jury. Donc il faut que le CV privilégie la lisibilité et pour ça, il doit avoir une structure qui est super claire, qui n'est pas encombrée du tout, qui reprend les 4 catégories canoniques qui sont la formation, les expériences, les compétences et les centres d'intérêt qui tiennent sur une page avec une seule police de caractères et un ordre antéchronologique surtout, c'est-à-dire les expériences les plus récentes avant les plus anciennes. Voilà, donc ça, c'est vraiment les basiques du CV. Il faut aussi éviter tout ce qui peut nuire à la lisibilité, c'est-à-dire les logos des entreprises, des écoles, des pictogrammes, des mentions titre du CV ou mail devant une adresse mail, enfin vraiment tous les trucs qui ne servent à rien. On les enlève, il faut privilégier la lisibilité. C'est vraiment ça le grand message à retenir. Il faut aussi ne pas se prendre la tête sur le logiciel qu'on va utiliser. Word suffit, Word ou Google Doc, pas besoin de se prendre la tête sur Canva parce qu'en fait, si on utilise un document Word, on va pouvoir mettre à jour son CV plus facilement et finalement, c'est ça l'essentiel. Donc on prend Word ou Google Doc, on fait des tableaux dedans, des tableaux avec 3 colonnes, une colonne pour la date, une colonne pour le contenu, une colonne pour les lieux. Et à partir de là, voilà, on remplit, à la fin on efface les bordures du tableau et ça fait un truc qui est nickel, qui est aligné, qui se lit facilement. Voilà pour la forme. Et tu as commencé à en parler, mais qu'est-ce que je mets concrètement, si demain je postule dans une école au concours AST, qu'est-ce que je mets concrètement dans mon CV ? Alors concrètement, c'est important d'avoir vraiment du fond, de parler de ses expériences. Il ne faut pas hésiter à avoir 2 à 4 bullet points par expérience et des bullet points quand même suffisamment longs. On n'est pas en train d'écrire un télégramme ni un SMS, les caractères ne sont pas comptés. Enfin quoi que ça fait longtemps qu'on ne compte plus les caractères dans les SMS, je suis peut-être trop vieux. Non, l'idée c'est d'avoir des bullet points qui vont faire 1,5 ligne à 2 lignes sur un CV qui va être en pleine largeur. Il faut vraiment éviter les CV en 2 colonnes qui vont en fait contraindre inutilement le candidat dans ce qu'il va rédiger. Il faut pouvoir avoir de l'espace et pouvoir vraiment raconter ce qu'on a fait dans son expérience. Pas juste se résumer à une tâche, mais avoir finalement pour chaque bullet point une sorte de mini-histoire qui va dire le quoi, le comment, le pourquoi. Le quoi, c'est un verbe d'action qui va dire clairement la tâche que tu as menée à bien. Le comment, c'est quel outil tu as utilisé, comment tu as accompli cette tâche, et le pourquoi, c'est quel était l'objectif, quelles ont été les retombées, si possible, de manière chiffrée. Alors beaucoup de candidats me disent souvent, bah, c'est dur de chiffrer ce truc-là. Si tu n'as pas de chiffres concret, tu peux toujours essayer d'estimer en donnant une estimation qui soit honnête. Hein. Je ne dis pas de truquer les chiffres, mais voilà, donner un ordre d'idée au jury, parce que pour un jury, c'est hyper dur de se mettre dans la peau du candidat et de se dire, mais oui, ça a été quoi finalement l'impact de cette action? Est-ce qu'on a touché 20 personnes ou 200 ou 2000? Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est de donner des ordres de grandeur et de bien situer chaque action qui a été menée dans le CV. Et tu as accompagné beaucoup d'étudiants durant de nombreuses années. Quelles sont les grandes erreurs que tu as pu constater qu'il faut vraiment éviter sur ce CV ?
Alors, il y en a une dont j'ai déjà parlé, mais je tiens à insister, puisque sur les 700 et quelques candidats que j'ai accompagnés, c'est vraiment un truc qui revenait tout le temps. C'est le CV en 2 colonnes. Ça, il faut vraiment éviter parce que on n'a pas la place. On n'a pas la place pour écrire et ça donne des CV qui sont finalement hyper vides. Il faut éviter aussi tout ce qui est les fioritures inutiles, une en-tête hyper graphique qui va faire 25% de la page, les grandes photos, les pictogrammes dans tous les sens, tout ça, il faut éviter. Enfin, c'est un CV, c'est pas un son et lumière. Donc ça, il faut vraiment rester sobre. Il faut aussi éviter, dans la section sur les expériences, d'avoir des bullet points qui se résument uniquement aux tâches. Il faut, comme avec le framework que je suggérais juste avant, avoir quelque chose qui raconte une histoire, qui dit pourquoi on a fait ça, quel a été l'impact. Et dans les autres sections, il faut éviter d'avoir des choses un peu vides, un peu bateau, qui ne parlent pas de soi. Par exemple, dans les centres d'intérêt, on ne va pas juste mettre foot, parce que foot, ça ne veut rien dire. C'est pratique du foot en club, à tel niveau, tant de fois, pendant tant d'années. Voilà, ça c'est vraiment un centre d'intérêt qui marche. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure et notamment dans mon propre CV. Par exemple, à un moment donné, je mettais littérature française dans mes centres d'intérêt. Mais un jour, j'ai un recruteur qui a commencé à me parler de Céline, qui est un auteur que je n'apprécie pas du tout, et j'étais bien embêté. Et le recruteur était lui-même déçu parce qu'il s'attendait à pouvoir parler d'un truc un peu personnel, sortir des sentiers battus, et voilà, qu'on ait vraiment une discussion sur quelque chose qui me passionnait. Et en fait, j'étais pas au rendez-vous parce que c'était pas un auteur que j'aimais. Donc j'ai changé, j'ai mis grand amateur de l'œuvre de Marcel Proust, ce qui a donné lieu à 5 ou 6 reprises à des discussions vraiment intéressantes avec des recruteurs qui savaient voilà, typiquement sur quoi venir me chercher pour avoir une discussion passionnée et intéressante. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour les centres d'intérêt et c'est une des erreurs que je vois trop souvent. Bah écoute, merci beaucoup Martin pour cette aide précieuse qui va servir à de nombreux candidats, j'imagine. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Business School. D'ici là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter notre rubrique Concours AST sur notre site.